Bonjour et bienvenue à tous. Cela fait la 32e année que je vous souhaite la bienvenue, comme cela, au Café littéraire, puisque cela fait 32 ans qu'a eu lieu cette fusion entre cette belle ville de Saint-Malo et le festival Étonnant Voyageur. 32 ans de partage, de rencontres, de découvertes, d'amitié, entraînés par Michel Lebris, qui est là-bas, qui a une belle photo que vous pouvez découvrir. Alors, il a l'air peut-être un petit peu sévère comme ça, mais quand vous le regardez d'un peu plus près, vous allez voir, il a les yeux qui frisent. Alors, il est quand même là pour nous surveiller, hein, attention. 32 ans donc de découverte, d'amitié, auxquelles j'ai eu le plaisir de participer aux côtés de Michel, qui vient de rejoindre quelque part le reste de la bande des fondateurs, Christian Roland, Jean-Claude Izzo, mais aussi Jacques Lacarrière, Jacques Meunier, Nicolas Bouvier, Gilles Lapouge et bien d'autres qui étaient ses amis, qui sont devenus au fil du temps nos amis. L'aventure continue avec la nouvelle génération, emmenée par Mélanie Lebris, qui est là-bas derrière, Mélanie, avec la même ardeur, le même enthousiasme, la même conviction que ce festival doit continuer à vivre, à se réinventer dans les années qui viennent. Nous avons un nouveau président, Jean-Michel Le Boulanger, que vous aurez l'occasion de voir ici sur ce plateau, puisqu'il écrit aussi. Voilà, eh bien, je suis heureuse de retrouver Pascal Jourdana, qui travaille avec moi depuis 20 ans. Oui, je suis un petit jeune, en fait. Oui, il est beaucoup plus jeune que moi, oui. Ça c'est sûr, mais ça fait quand même 20 ans. Quoi, bah, oui, hein. Sur 32, c'est rien. Oui, c'est vrai. et bon, alors cette année, pour les habitués du Café littéraire, eh bien, on va annoncer l'absence de notre ami Michel Abesca, qui lui a décidé que, peut-être plus raisonnablement que moi d'ailleurs, il a décidé que voilà, c'était un travail un peu trop difficile et il a décidé de prendre sa retraite. Voilà. Oui, il a mis du temps aussi, mais il a eu du mal à nous l'annoncer. Il a eu du mal à nous l'annoncer et puis nous, on a eu du mal à l'accepter aussi. Mais c'est ainsi et c'est normal. Alors pour ce premier plateau, c'est presque devenu une tradition parce que très souvent, sur ce premier plateau, je reçois Yvon Lemaine. Alors Yvon Lemaine, qui fait partie de l'aventure depuis le début, qui anime ce lieu consacré à la poésie, ce lieu de rencontre magnifique aussi, qui va nous proposer une très belle soirée samedi en hommage à Xavier Graal et à Michel Lebris au Théâtre Chateaubriand. Bon, Yvon Lemaine, prix Goncourt de poésie, vous vous en souvenez, qui a écrit énormément de livres. Il a deux actualités, Yvon, là. Les Épiphaniques, dont nous allons parler dans un instant, qui est paru aux éditions Bruno Doucet. Et puis, À perte de ciel, qui est paru aux éditions Bayard, dont nous dirons un mot tout à l'heure. Et puis, à côté de lui, il y a un monsieur dont je fais la connaissance pour la première fois, qui s'appelle Massimo Din, qui est né en Italie, mais qui vit depuis 20 ans à Rennes. Hein, voilà, qui est, comment dire, metteur en scène, artiste, metteur en scène. Oui, ça va venir. Il faut qu'on se mette tous dans le bain. Jean-Michel n'est pas encore dans le... Ça va venir. On n'a pas le micro. Voilà. Ah, ça y est, là. Ça y est. Voilà. Mais je suis quand même un metteur en scène, je crée des spectacles. Voilà. Alors, je me suis laissé dire que ce que vous aimiez particulièrement, Massimo, c'est éclairer les angles morts de notre société, construire un monde nouveau pour partager un moment de joie poétique. Bah, moi, je trouve que c'est un très beau postulat. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça bouscule Oui, ouais. Parce que... donc, je rentre complètement dans le travail. Alors, je suis italien et je le suis vraiment italien. Je ne suis pas un faux italien. Ça s'entend pas. Donc, il faut être un peu clément des fois avec... peut-être qu'il y a des verbes qui échappent, des mots qu'on ne connaît pas, mais bon, c'est la poésie. En Italie, on dit qu'il y a une licence poétique. Et quand j'ai rencontré Yvon, la première fois... donc Yvon Lemaine, je me suis dit tout le monde le connaît, c'est le poète breton, vraiment par excellence, voilà. Et donc j'ai jamais fait une commande dans ma vie. J'ai juste dit, j'ai demandé, et je réponds à la question, est-ce que tu peux raconter notre histoire commune?
Donc ça veut dire, est-ce qu'on peut essayer de mettre une humanité dans un plateau sans forcément demander une histoire précise ou des histoires précises, mais une humanité. Et je réponds à la question. Ça veut dire que j'essaye, depuis des années, je ne travaille plus avec des comédiens professionnels, dits professionnels, mais je travaille avec des comédiens, parce que c'est devenu des comédiens, qui très souvent, ils sont un peu aux marges de cette société. Alors, qu'est-ce que ça veut dire marge ? Voilà. Et j'ai plutôt l'envie d'être dans cette marge parce qu'il y a beaucoup de lumière qu'on n'a pas l'envie de voir et j'ai l'envie de la mettre en lumière parce que c'est la lumière pour moi qui m'intéresse, artistique et résistante dans le sens que c'est une force d'être dans ce plateau-là. Voilà, qu'il soit moi qui... Alors, à côté de nous, il y a déjà deux comédiens, donc Anne-Laure, qui est à côté de moi, et puis Marc. Et tout à l'heure, ils vous prouveront qu'ils savent dire, lire et même jouer de la musique. Ce sera à la fin de ce plateau. Alors, Massimo a raconté son approche. Il a oublié de dire qu'il t'avait offert des chocolats pour t'amadouer. Oui. C'est quand même important à signaler. Et raconte-nous un petit peu ce... Non, mais on s'était rencontrés, en fait, à Saint-Malo. Hein, enfin, tu es venu à la salle Sainte-Anne. Oui. Et puis, comme il y avait trop de... Oui. Non, je ne suis pas venu, je suis pas rentré, parce que je ne savais pas qu'il fallait un bracelet. Oui. Donc, j'ai attendu 1h30, juste à côté des monsieur qui s'appelait Roger. Voilà. Et après, quand je suis arrivé, ils m'ont dit non, c'est pas possible, vous n'avez pas le bracelet. Donc je suis parti. Mais il se trouve que Roger, c'est un copain à moi, qui habite Lannion. Il m'a dit, il y a un gars qui n'est pas rentré, qui voulait te rencontrer. Et le gars qui n'est pas rentré est rentré chez moi, donc à l'heure et avec une boîte de chocolat. Donc il a gagné 15 points là déjà. Et il m'a raconté ce qu'il vient de vous raconter, mais en plus long, autour d'un repas. Et j'ai dit que j'allais réfléchir. Suite au travail que j'avais fait à mon repas aussi, hein, où j'avais passé du temps dans le quartier. Raconté ici. Et puis dans le Coglay aussi, dans le monde des paysans. Et évidemment que ça me bouleversait, ce que Massimo racontait, la vie de gens qui sont, comme il dit, qu'on ne voit pas et qui ont beaucoup de choses à nous dire, quoi, qui éclairent dans des différents endroits un peu inattendus, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis j'ai dit oui. Un jour, j'ai dit oui, puis je suis venu vivre à Rennes et j'ai rencontré les gens une par une, un par un, et j'ai écouté terriblement même ce que j'entendais, et j'ai essayé d'écrire à la fois, c'était ça le pari et la chose difficile, que ce soit à la fois mon écriture, c'est-à-dire que ce soit ma poésie, quoi, évidemment, et leur vie. Donc on a discuté avec chacun et chacune de chaque mot, hein, si tout était vérifié, qu'il n'y ait pas de fausses pistes, disons, et que ce soit en même temps mon poème. C'était un équilibre entre les deux. Et ça donne un résultat absolument formidable. On va y revenir dans un instant. On peut peut-être quand même demander à Marc et à Anne-Laure comment s'est fait cette approche. Voilà, on vous présente un poète, vous allez discuter avec lui, peut-être qu'il écrira des choses sur vous. Comment est-ce que vous étiez au départ? Méfiant, emballé? Comment est-ce que ça s'est passé, Marc? Moi, malgré ma génération, je suis tout petit peu plus jeune, mais tout le monde connaît Yvon Lebet en Bretagne. Moi aussi, je le connaissais, ma famille, tout le monde le connaît. Et Massimo m'a approché en me parlant du projet, et je savais que ce serait des textes de Yvon. Du coup, j'ai pas pu dire non. Et ensuite, j'ai été très récompensé de toutes ces rencontres avec des grands professionnels de la culture, quoi. Et Anne-Laure? Alors moi, du coup, je connaissais absolument pas Yvon. Je suis pas bretonne, je viens pas d'une famille bretonne. Et on avait travaillé un petit peu sur des textes d'Yvon, de Xavier Graal, pour préparer aussi toute cette rencontre. Et alors moi, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'appréhension, en fait, au début. Et puis on a tous livré un petit bout de nous-mêmes, un petit bout de notre histoire, et c'est pas évident de se dire qu'en fait, ce qui s'est passé dans nos vies, ce sera écrit, ce sera publié,
on va le jouer. C'est pas des choses qu'on dit et qui sont effacées ensuite. C'est vraiment marqué et ensuite il faut l'assumer aussi. C'est surtout ça, moi, qui faisait peur, parce que moi, je parle dans mon texte, je parle de moi, mais je parle aussi de ma famille. Donc, en fait, c'est une histoire qui m'est pas que propre à moi, qui est propre aussi à d'autres personnes. Et du coup, on n'a plus le contrôle dessus aussi. C'est une façon d'essayer de perdre le contrôle sur tout ça. Et visiblement, ça a donné quelque chose de positif puisque vous êtes là. Pascal ? Peut-être qu'il faut expliquer, là, parce qu'en écoutant Anne-Laure, on voit bien que le travail, il est fait à partir de tes textes, mais aussi de ce qu'apportent les gens que tu as rencontrés, et en particulier les comédiens, les comédiennes. Donc comment ça se passe, cette alchimie entre ton travail à toi d'auteur, de poète, et finalement, et c'est un peu la même chose pour le metteur en scène peut-être, et la présence des histoires des autres, du corps des autres, de la voix des autres. C'est ce que dit Anne-Laure. Marc, j'avais l'avantage qu'il connaissait mes poèmes, mais pas Anne-Laure, et qui a une vie extrêmement particulière en plus. Donc, d'abord, il y a une honnêteté, une confiance, parce que sinon... moi, le contrat, c'était que je montrais le texte. Je ne publierais rien sans montrer chaque mot. Ça, c'est impossible. On a eu des discussions sur même les adjectifs, voilà. Ça, c'était la condition principale. Et après c'est trouvé, et ça, je suis convaincu de ça, qu'on est à la fois on est une vie, chaque vie est très, très individuelle, et c'est d'ailleurs ce que moi, j'ai essayé de vivre pendant 50 ans, et en même temps, on a en nous une vie, alors je ne vais pas dire collective, parce que j'aime pas trop ce mot-là, universelle. Vraiment. On est à la fois chacun et tous en même temps. Ça, je suis convaincu de ça. C'est ça, finalement, dans le fond, la vraie démocratie. Et qu'en écoutant et en regardant l'autre, on trouve, et c'est le travail qu'a fait Massimo après, non pas une silhouette qui raconte l'ensemble, mais le poème, alors on pourrait dire ça un peu rapidement, mais c'est un peu ça, le poème que chacun dégage, mais en lien avec l'autre, parce que seul, on tourne en rond, quoi. Donc, voilà. Et ça, je l'ai... Marc, par exemple, le poème de Marc, c'est « Tu connais Nicole ?» Parce que Marc, quand je le rencontre, il me dit « Tu connais Nicole ?» J'ai dit je connais une Nicole. Oui, mais oui, parce qu'il me dit « T'es de Lannion, elle est de Guingamp, alors elle est serveuse au Campbell, tu prends le train quand même pour aller où tu vas. » J'ai dit « Ouais, je connais Nicole. » Et j'avais le poème. Et après, il y avait une autre phrase de Marc magnifique, il dit « Ma mère disait « Ton grand-père est un saint. » Qu'est-ce que tu veux que je foute après ça, moi ? Qui n'a pas entendu « Ouais, ton grand-père est un saint. » Paf, mort, terminé. Voilà. Et Anne-Laure, c'était différent. Tout à fait. Je ne vous dirai pas parce qu'il faut acheter le livre. Comme ça, voilà. En tout cas, il y a eu une sorte de déclic aussi. Il y a une des femmes qui est dans le livre, Myriam, qui a eu cette phrase qui a dit « Nous ne sommes pas que des cicatrices ». Massimo. Oui. Et, pour être précis, je pense que c'est plutôt Cathy. C'est Cathy. Donc, ils sont 12 qui ont participé. Au début, mon idée, c'était de faire une pièce pour 8 personnes. Et après, c'est vrai que voilà, il y a eu une espèce de mouvement qui s'est créé autour de ça. Il y a eu des cooptations. Et pour revenir à la question qui posait messieurs, c'est le contrat avec aussi qu'on avait un peu stipulé avec Yvon, c'était de dire ce qui m'intéressait, c'était de mettre dans le corps de ces corps de la poésie et pas un texte théâtral. Je n'avais pas l'envie. Mais pour déposer des questions, parce que c'est beau. 2, parce que j'ai appris à connaître l'écriture d'Yvon Lemaine, que je ne le connaissais pas plus que ça. Et 2, pour poser des questions aussi un peu sur des clichés, entre guillemets, qu'on peut chacun imaginer par rapport à comment on peut parler quand on ne connaît pas. Voilà. Et le fait de mettre de la poésie, et pour moi de la vraie poésie, c'est de la vraie poésie, ça posait d'autres questions. Et peut-être qu'on oubliait aussi d'où on vient. Il y avait quelque chose un peu de plus universel. Ça, c'était mon point de vue, et je pense qu'on est arrivé à ça. Et la deuxième chose qu'on avait dit avec Yvon, c'est, moi, je dis rien, je prends tout ce que tu fais, tout ce que tu écris, aucun jugement. Par contre, tu me laisses carte blanche. Je fais ce que je veux, sans toucher l'écriture, ça, c'est évident. Mais je coupe, je fais mon texte à moi.
Et effectivement, alors j'ai vu qu'au début, c'était pas simple. Il faisait mine d'être... mais non, il était très tendu et tout ça. Une fois, il m'a dit, tiens, cette lecture-là, j'ai un peu des doutes et tout ça. Mais ce que j'ai dit, c'est que ce qui m'intéressait, c'était une espèce de violence qu'il y avait dans ma lecture à moi et que j'avais l'impression que peut-être elle échappait à l'auteur. Voilà. Et je peux comprendre qu'Yvon, il a dit, tiens, j'ai écrit ça un peu. Voilà, ça, c'était... Et c'est grâce au théâtre qu'on peut effectivement donner du relief. Yvon, tout à l'heure, on va entendre Marc et Anne-Laure, mais on pourrait peut-être déjà entendre un poème de ce livre, pour donner à entendre... Juste avant... Et puis vous savez que Yvon Lemaine est non pas seulement un poète, un conteur, mais un diseur depuis toujours. Dire le poème, l'importance. Oui, là, on se retrouvait sur l'oralité, évidemment. Oui, et le corps, parce que, en fait, là, j'ai un problème de tout, là, depuis un mois, Comme disait Michel, Yvon, c'est une petite chose fragile. Non, mais Michel, il avait tort, là. Ça. Michel, tais-toi. Non, c'est-à-dire, j'ai une toux et je me rends compte que parfois, qui coupe le jour, j'étais à Paris pour des poèmes, j'ai pu en dire que 2, j'arrivais pas au 3e. Et la poésie, c'est un corps, c'est physique. C'est-à-dire que quand moi, que ma voix n'est pas vraiment là, je ne suis pas vraiment là. Je suis à côté de ma pompe, pas de mes pompes, quoi. Donc c'est vraiment physique, la poésie. Je me rends compte en ce moment parce que j'ai parfois j'arrive plus et voilà. Avant de dire le poème, on a eu un petit message tous de Thiago. Thiago, c'est un des comédiens de la troupe qui se met à faire des poèmes depuis... voilà. Il nous a envoyé ça à tous. J'ai reçu un message assez bizarre. Le soleil continue de briller, même derrière les nuages. Alors ne perds jamais espoir. Faites que mes rêves deviennent réalité. Ça, c'est Thiago qui nous a envoyé ça, donc de l'endroit où il est. Et donc là, je vais dire un poème qui s'appelle « Ainsi la vie m'a aimé ». Et le poème a changé de mots comme on change de roue quand il les a vus passer. Tous les deux, main dans la main, sous leurs cheveux partagés en blanc et gris. Le poème disait « Adieu, le temps est merveilleux aujourd'hui, tes yeux sont parfaitement bleus. On dirait de l'encre, j'écris tes yeux. C'est une heure tranquille, celle de la poésie et de la vie. Il fait un temps de poème. Ta chair neige, j'écris la neige parce que c'est beau et parce que c'est vrai. » Et Jérôme a dit « Tes cheveux neige, j'écris la neige. » Parce qu'ils sont passés devant ses yeux, les deux amoureux aux cheveux gris et blancs. Au moment où sa voix disait le poème qu'il devait dire, mais parmi les hommes et parmi les femmes qui passaient. Et passèrent alors dans le poème qu'il disait. Ainsi, il fut celui qui vit. Ainsi, il est Jérôme, celui qui regarde et voit. Peut-être parce que longtemps il n'a pas vu, longtemps il a bu, jusqu'à traverser la frontière où il a vu ce que j'ignore par un monde sans fenêtre et sans porte, jusqu'à ce qu'il vienne le chercher pour fermer les portes et les fenêtres de son monde en aller en prison pour le sauver. Je vivais n'importe où, jusqu'à ce que mon corps dise non. Mais toute une vie sur la même route, non plus. Elle commença par 2 blessures trop tôt infligées à sa vie. Une mère, une maman qui se tranche le fil, un père, un papa qui la rejoindra là-haut, là-bas. On ne sait pas. On ne lui a pas dit comment la vie de sa maman s'est retirée de sa vie. On ne lui a pas dit pourquoi. Mais qui le sait, le saura jamais. C'était, comme on dit, un non-dit. Peut-être il dit, c'est mieux ainsi. Je l'ai su par hasard dans la cour de mes 17 ans. Mais déjà, j'avais grandi d'un seul coup. J'aimais bien écrire sur ma fiche scolaire « Père et mère décédés ». Peut-être pensait-il alors qu'ils étaient immortels. Peut-être croyait-il alors être le fils des dieux, peut-être. Puis j'ai découvert que d'autres m'aimaient. Une tante, un oncle. J'ai découvert que j'étais aimé par ceux qui n'étaient pas obligés de m'aimer. Et ce verbe est devenu le mien. Ainsi,
la vie m'a aimé, en me donnant aussi un don pour soigner. Et maintenant, je soigne, ici et là, ma vie en soignant celle des autres, là et ici. Même dans la rue, pour rien, pour tout. Je ne suis pas en quête d'argent, j'ai un lave-vaisselle et une galetière. Et j'ai une vie qui m'a permis d'avoir d'autres vies, par ces coupures, par ces rencontres, où j'ai reçu lui, et lui, et lui, de lui et d'elle aussi. Par cette image trouvée il y a longtemps sur le marché de Lannion et offerte aujourd'hui à Thiago, la baie vue de son enfance. Il est ainsi, Jérôme, il offre un bouquet de fleurs même à celle qui n'en veut pas, et une image à des yeux qui voulaient la voir dans les yeux, comme il a vu neiger des cheveux dans un poème qui passait. Voilà. Alors, je voudrais aussi signaler, donc sur le livre Les Épiphaniques, paru aux éditions Bruno Doucet, les œuvres de Richard Louvet, parce que c'est vraiment très beau. Ben là, on voit Anne-Laure, Anne-Laure en ombre, et ils sont tous comme ça représentés dans ce livre. Et je trouve que c'est un bel hommage aussi, un très très bel hommage. Moi, ça m'intrigue ce titre, Les Épiphaniques. Tu veux en dire un mot? Ah oui, parce que je l'ai trouvé auparavant, au début, tu te rappelles, c'était Les Invisibles. Hein, ouais. Et au tout début. Hein, et moi, j'ai dit Niet. C'est là qu'il y a eu une révolte dans le groupe. C'est là qu'ils ont dit cette phrase magnifique, nous ne sommes pas que des cicatrices. Voilà. Et je suis allé au Mont-Saint-Michel parce que par ailleurs j'avais écrit un livre qui s'appelle La perte de ciel, et en marchant vers le mont, j'ai eu tout d'un coup cette idée-là. Je me dis je vais les appeler les épiphaniques. Voilà, c'est les épiphaniques, la manifestation du ciel sur la terre, quoi. C'est venu en allant au Mont-Saint-Michel, oui, vraiment, en montant vers le vraiment. ciel. Et quand je me suis dit, c'est ça le titre. C'est drôle, les titres, ça nous tombe littéralement du ciel là pour le coup. Et c'était ça. Et je regrette pas. Alors, on fait un petit tour par ton autre actualité. Je laisse Pascal. Justement, j'étais venu par l'ouest à travers les marais salés et les villages éparpillés au bord des routes. Et c'est un récit de voyage, finalement, vers le Mont-Saint-Michel, l'ascension du Mont-Saint-Michel. Mais c'est un long poème aussi, c'est un récit en long poème. Oui. Tu associes là vraiment le parcours au long cours. Tu as déjà fait ça un petit peu, hein, quand tu nous as montré comment se promener en vélomoteur. Non, en voiture sans permis. En voiture sans permis, en pas en vélomoteur. Permis, en voiture sans permis dans la Bretagne. Ah oui. C'était pas triste. J'avais l'impression que c'était tellement tough que j'avais l'impression que c'était un vélomoteur. Mais là, dans ce livre, en fait, c'est pas une. Tu l'as écrit pendant le deuxième confinement. Oui. Donc, tu étais bloqué chez toi. Voilà, comme tout le monde. Tu as refait. Oui, parce que j'avais ce projet d'écrire sur le mont et je ne pouvais pas y aller. Ouais. Bon, donc comment aller quelque part sans pouvoir y aller? Et la poésie, c'est un très bon moyen. C'est-à-dire en plongeant à l'intérieur, en passant par l'extérieur, tous les souvenirs, parce que j'aime beaucoup ce lieu, j'y suis allé très très souvent, depuis une trentaine d'années. Donc par mes souvenirs, par le travail vers l'intérieur et ressortir vers le dehors, par les lectures aussi, parce que j'ai des livres, tu en voilà. Et pourquoi le poème? Parce que d'abord, on ne se refait pas, et ensuite, c'est une tension quand même. C'est un rythme qui me permettait, par le poème, de sortir vraiment. C'est-à-dire que quand on écrit, c'est physique, encore une fois, vraiment. Et donc, finalement, je sortais, J'étais dehors par le rythme, par les vers qui avançaient les uns vers les autres. Et c'est un long poème dans lequel je fais rentrer beaucoup de choses, des souvenirs d'autres gens, beaucoup de gens, énormément de gens. Beaucoup de gens, des lectures, enfin, tout ce qui peut éclairer. En plus, j'ai dédié le livre à Michel, mais Xavier, Claude Vigée, etc., qui sont des gens qui prient avec moi. Parce qu'il y a un poème qui est central un peu dans le livre qui s'appelle « Est-ce qu'on prie quand on écrit ?» Et je pense que d'une certaine manière, oui. Prier, c'est quoi? C'est parler à quelqu'un qu'on n'a pas vu quand même très souvent, si je veux dire, qui existe pour certains sans exister sur preuve. Enfin, donc c'est à l'intérieur, c'est vraiment à l'intérieur. Donc on avance comme ça vers un inconnu, et plus on avance, plus l'inconnu s'agrandit encore. Attention, et voilà, et on rencontre quelqu'un, voilà. Donc c'est un livre qui il a pris 40 jours aussi, parce que c'est le temps du confinement, et il se termine par. Alors c'est un livre qui a dedans un texte en particulier qui est assez
qui est assez particulier parce que juste avant de finir le livre, j'ai des amis qui ont perdu une petite fille et j'ai voulu l'intégrer, qui s'appelle Semer les fleurs de son prénom. J'ai voulu intégrer la petite fille dans le livre, comme ça pour la mettre dans un poème. Et le livre est au Mont-Saint-Michel pour un certain temps, en tous les cas. Donc voilà, mais je voulais pas terminer le livre, évidemment, sur ce... Alors pour parler d'elle, je suis passé par le futur antérieur. J'ai trouvé des combines un peu dans le passé pour un jour avoir un futur et auquel je crois parfois, disons, un jour sur deux. Et ça se termine quand même par un texte qui s'appelle La seconde demeure. Ça, c'est l'idée que c'est pas de moi cette idée-là, c'est de Ismaël Kadaré, qui est venu ici d'ailleurs à Saint-Malo, que j'avais interrogé, et qui dit que pour vivre en dictature, la seule solution, c'est de se créer un monde intérieur, la seconde demeure. Pasternak disait la même chose aussi. Et donc, je me suis demandé quelle était ma seconde demeure à moi. Et je l'envisage, disons, quoi, voilà. Dans le livre, il y a aussi, tu parles évidemment de Xavier Graal, dont tu as été l'ami jusqu'à la fin de sa vie. Et il est lui aussi parti, j'aime beaucoup l'expression, c'était une expression de Claude Vigée, il est parti de l'autre côté de la vie. Je ne sais plus si c'est... Oui, oui, oui. De l'autre côté de la vie. Oui, oui. C'est toi qui le dis, non? Oui, je crois que c'est moi, oui. C'est toi qui le dis. Parce qu'à la fin, on ne sait plus. Je crois que finalement, les poèmes n'appartiennent à personne. Je trouve que c'est une belle expression, en tout cas, à partir de l'autre côté de la vie. Mais Claude, par exemple, le titre du poème qui concerne Claude, c'est assez magnifique. Le poème qui concerne Claude Vigée, qui est venu ici aussi, hein, qui est mort il y a 2 ans, qui a 99 ans. Claude avait reçu une lettre de Jean Malrieux, qui fut mon premier maître, qui a eu cette expression « il fait un temps de poème ». Il avait écrit en 1956 une lettre à Claude Vigée, qui à l'époque était à Boston, à propos de son premier livre, La lutte avec l'ange. Il lui avait dit « je fais confiance à l'homme que je trouve dans vos poèmes ». Ouais. Moi, alors là, ça, si on me dit ça, moi je dis merci beaucoup. Il n'y a pas plus belle définition, entre guillemets, de « je fais confiance ». Cette lettre, Claude la reçoit, elle part de Marseille en 1956, elle arrive à Boston. Il l'amène à Jérusalem. Claude vient en 2000 à Paris, il vient en 2002 chez moi à Lannion et il me la donne. Et elle est dans le livre aujourd'hui, là. Voilà. Alors quand on dit que le poème ne dit pas... C'est un poème voyageur. C'est un poème voyageur. Je fais confiance à l'homme que je trouve, ou la femme, c'est pareil, dans vos poèmes. Moi, je trouve ça magnifique. Tout à l'heure, tu as parlé de prière. Et moi, j'ai entendu aussi profession de foi. Et en fait, là, tu parles exactement de ça. C'est-à-dire, c'est la confiance que tu peux accorder aussi à la vie, à l'autre. Oui, oui. C'est une foi qui parfois est remise en question, hein, oui, tu le dis toi-même, mais au fond, qui reste là, permanente, absolue. Alors, en ce moment, j'ai des doutes, comme tout le monde, par rapport au déroulement du monde, bien entendu, mais j'ai quand même largement plus confiance que le contraire. Sinon, je n'aurais pas pu vivre de cette façon. Ça, avec Massimo, c'est ce qui s'est passé, quoi. Tout, hein, et avec... il n'a pas le droit de dire le contraire. Il est à côté de toi. Oui. Vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est vrai. Juste une chose, Yvon, tu nous liras tout à l'heure un extrait de À perte de ciel, donc paru aux éditions Bayard. Mais comme moi, je vais devoir aller tout à l'heure quitter pour aller à l'auditorium, et que j'ai très, très envie d'entendre Marc et Anne-Laure, pendant qu'ils s'installent, si vous voulez vous installer tous les deux, je laisse à Jean-Michel le soin aussi, ils reviendront s'asseoir après. Je voudrais quand même demander à Massimo, il a parlé de la manière dont il a rédigé les poèmes, Yvon, et comment il a discuté de tous les mots avec les gens dont il raconte d'une certaine manière une tranche de vie, une part de vie. Dans la mise en scène, est-ce qu'il y a aussi une forme de liberté ? Est-ce qu'ils peuvent proposer des choses ou est-ce que vous êtes assez dirigiste? Parce qu'il faut dire que les spectacles ont fait le plein. Alors j'ai oublié de le dire, et c'est important, les spectacles ont fait le plein. Il y a eu 7 on a joué 9 fois. Ouais. Ça, c'était un peu... Voilà, on avait décidé. Après, je ne sais pas si on continuera. C'est une grande question sur le sens de continuer à le jouer, tout ça. Voilà, vite fait. Rapidement, on aura une réunion avec toute l'équipe pour décider de continuer. Et... Alors, moi, on peut dire que chaque fois que j'ai fait un projet, et surtout le projet de direction d'acteurs, j'essaie
le point final. Et après, j'ai déconstruit tout pour trouver cette liberté pour arriver à ce point-là. Mais le point, il est donné par le texte. Alors, le texte de Yvon, ce n'était pas un cadeau quand même, parce que c'est magnifique, mais c'est un texte poétique. Donc, et j'avais 12 acteurs qu'il faut qu'ils dialoguent entre eux et tout ça. Mais la force de la poésie, comme d'autres grands textes, c'est qu'il y a quand même des dialogues intérieurs. Donc, et ça, c'est un peu peut-être ce que j'aime, c'est vraiment ce que je tiens le plus, c'est qu'est-ce qu'on a l'envie de jouer, qu'est-ce qu'on peut jouer, qu'est-ce qu'on joue à la fin, dans le plateau et dans la vie aussi. Et donc, essayer de trouver le point commun qui relie déjà les corps des acteurs, le corps du texte, pour faire en sorte qu'après, bon, on raconte un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, notre histoire. Il n'y a pas beaucoup de liberté, je pense. Alors, j'ai des idées, voilà. Moi, je parle beaucoup, trop. Je raconte beaucoup d'histoires, et après, les acteurs, à partir de ces histoires-là, je pense qu'ils ont tous les éléments pour trouver sa propre histoire. Ça veut dire que c'est presque le contraire de la direction. Je ne dis pas qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Mais j'essaie de faire le périmètre autour pour être juste au milieu. Voilà. Le périmètre, c'est mon périmètre à moi, déjà, que je crois que c'est un périmètre que, pour l'instant, je le préfère au périmètre que le monde me propose. C'est pour ça que je fais du théâtre. Voilà. C'est aussi une fuite, un peu, d'un côté, mais c'est aussi une possibilité. Voilà. Et le faire avec le groupe, que très souvent, on ne lui a pas donné la possibilité, j'ai trouvé quand même très subversif aussi. Et beau et poétique. Mais comment elle s'est faite, cette rencontre avec Anne-Laure, Marc et tous les autres? Parce qu'ils sont 12, donc. Ouais, en bref, moi, j'ai fait toujours des projets très longs, 4 ans minimum. En fin 2018, je suis rentré dans une association à Rennes et j'ai dit, je vais faire ça dans 4 ans. Voilà, ils m'ont dit, mais non, c'est pas possible et tout ça. J'ai dit, c'est pas grave, est-ce que je peux venir une fois par semaine ici? Vous dites rien et après je me débrouille à... C'est le foyer à Tsao? Non, au début c'était le relais Centreville qui dépend de, je pense, à IS35. Voilà. Et à partir de ça, j'ai fait une cartographie de tout, comment ça fonctionne une ville, tout ça. Et j'ai commencé à connaître. Une des premières personnes, c'est Anne-Laure, qui, Anne-Laure, elle sortait quand même d'une expérience théâtrale assez forte et aussi une expérience de vie assez forte. Et je pense qu'elle a un peu... Le fait d'être présent une fois par semaine, et sans parler carrément du projet, c'est qu'elle avait quand même un peu pigé. Et je pense qu'elle s'est dit, tiens, c'est qui ce type que tous les semaines, il vient là? Et après, elle m'a appelé. Parce que moi, j'avais dit à tout le monde, ça, c'est mon numéro de téléphone, et il m'appelle. Et après, à fur et à mesure, c'était vraiment de la cooptation petit à petit. Et pour l'anecdote, c'est que tout le monde sait qu'on a été quand même pour 2 ans un peu confinés. Voilà. Et donc, la seule chance qu'on a eue, c'est que, vu que quand même, pour certains, il n'y avait pas de maison et tout ça, je me suis dit, je ne reste pas dans mon appartement dans le centre-ville à Rennes, je sors. Voilà. Et donc, j'ai un peu triché. Et on a quand même continué un peu oui, il faut le dire un peu, mais c'était normal. Alors, j'avais un papier de la préfecture, quand même. Mais, voilà. Voilà, ça m'a... Et donc, à fur et à mesure, c'est la confiance que j'espère qu'on a créée. Très forte, je pense que je suis très exigeant, et déjà sous la confiance totale, et je sais que c'était pas facile au début, il y a beaucoup de moments aussi très tendus et tout ça, mais on avait tous un objectif commun, il y avait un rêve commun déjà, et c'est quelque chose qui manque un peu, et nous on avait la chance de le mettre au centre. Et chacun prenait une petite distance. Et donc, on avait tous une direction. Et je pense que ça a été, j'espère, la force un peu de ce groupe. Voilà. Et peut-être une possibilité aussi pour les autres. Alors, Marc et Anne-Laure, vous avez choisi de nous lire Un fils.
Il s'est assis. Un peu de vent et sa main faisaient tourner les pages. Nous étions prêts, pas si nombreux que cela, à l'écouter. Rarement poème ne fut composé, blanche après noir, offert, pour être dit, même mal, par son auteur. Mal? Non, pas si mal que cela. Le savait-il? Quand il écrivait, à son père, craignant d'être lu par-dessus son épaule, espérant être entendu par-dessus son lecteur. Entre eux, il y eut tant de silence, malgré tant de mots. À son insu, le poème sortit de sa tête comme une rivière sort de son lit, par trop plein de pluie, trop plein de larmes. Il parla à haute voix, quand ses mains transcrivaient à voix basse. Car, mon père, trop d'émotions le gênent. Il parlait à haute voix, comme si, dans le fond, dans son fond, le fils voulait que le père l'entende. Entendre ces mots, ce verbe imprononçable, dont le manque à dire a écrit ce poème. Merci, merci vraiment beaucoup. On en voudrait d'autres, on en voudrait encore. Et je pense que vous allez, j'espère que vous allez pouvoir continuer à donner des rendez-vous pour ce spectacle dans d'autres lieux, à d'autres moments. Oui, ce projet-là qui s'appelle Le Rance n'est pas un fleuve. Alors, Le Rance n'est pas un fleuve. Voilà. De toute façon, ce projet-là, c'était tout fait pour que je m'intègre en Bretagne. Voilà, ça c'est évident. Voilà. Je me suis dit, tiens, le Rance, bon, tout le monde sait que c'est la Rance et tout ça, donc déjà tout le monde dira, mais non, c'est pas le Rance, tout ça. Et ils vont les mener aussi, donc là, j'espère que bon, voilà. Et après 20 ans. Donc, on sera en novembre-décembre. Ce projet-là, il va devenir une espèce d'exposition vivante. Ça veut dire qu'on va vivre dans un espace expositif, que c'est le FACT à Rennes. On peut dire pour donner un point final des 4 ans de cette expérience-là, mais surtout que ça devienne une bonne annonce pour un nouveau projet. Voilà, qui va démarrer en janvier et qui va, je disais pas des mensonges tout à l'heure, qui va être visible à partir du 26 février 2026. Voilà, j'aime bien me donner les dates et tout faire pour arriver à ce moment-là. Donc, pour ce qui concerne ce moment-là, on a des moments de lecture avec Yvon, on est invité aussi à des rencontres philosophiques, mais dans des formats un peu différents, performatifs. Et après, on se posera la question, est-ce qu'on va encore le jouer ou pas? C'est la grande question. Voilà. Je pense qu'il faut du sens pour faire des choses. C'est pas juste de dire, tiens, on arrive dans une ville, on joue une fois et tout ça. Je pense que ça mérite pas ça. Il faut trouver vraiment les racines de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on fait et tout ce qu'on fera. Et surtout, eux, ils vont à décider ensemble avec nous.
Voilà, alors moi je vais devoir m'échapper parce que je vais aller animer la rencontre inaugurale du festival Étonnant Voyageur de la 32e édition. Avant de partir, je vais vous laisser entre les mains de Pascal Jordana et puis en compagnie de nos invités. Anne-Laure et Marc, vous vous rapprocherez là pour pas qu'il y ait une chaise vide, c'est dommage. Je voulais juste vous rappeler que les cafés littéraires sont enregistrés en vidéo depuis le début. Nous avons malheureusement perdu les grandes cassettes de l'époque, de la première année, 90, mais nous avons des archives depuis 91. Et je crois que nous sommes le seul festival littéraire à avoir comme ça des archives dans lesquelles vous pouvez retrouver Hugo Pratt, Théodore Monod, Nicolas Bouvier, Jacques Meunier et d'autres, et plein d'autres. Et donc c'est visible sur... vous allez sur notre site et c'est visible sur Vimeo. Je voulais vous le rappeler et dire aussi merci à l'équipe de TVR qui enregistre, donc qui est l'équipe technique qui enregistre ces vidéos et qui les rediffuse pendant l'été sur sa chaîne. Voilà. Moi, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure, mais... Bah oui, à tout à l'heure, hein, merci. Après déjeuner, on te retrouve. Oui. Oui. Tu te perds pas. Hein. En tout cas, merci. Moi, j'ai adoré ce moment avec vous. Merci. Si vous voulez vous rapprocher, on va continuer. On a encore quelques minutes. Moi, ce qui m'intéressait aussi dans ce que vous avez déjà dit tous les deux, et puis je sais, c'est ton parcours, Yvan, c'est aussi qu'en général, on dit que les auteurs sont des êtres solitaires qui travaillent dans leur coin, qui ont éventuellement l'inspiration, même si on sait que c'est du travail, mais qu'on voit souvent comme solitaires. Et alors, particulièrement les poètes, je dirais. Et toi, tu nous montres sans arrêt le contraire. Tu montres sans arrêt que d'abord, tu n'es pas isolé parce que tu mets tout le temps tes textes en voix, en corps et en scène. Donc, tu es toujours en confrontation, en quelque sorte, avec tes lecteurs, tes lectrices qui sont le public. Mais aussi, tu travailles tout le temps, finalement, avec les autres. Et là, c'est particulièrement le cas. Oui, parce que... Enfin, bon, je ne suis pas le seul à faire ça, hein, parmi les poètes. Il y en a quelques-uns quand même, quelques-unes qui le font aussi, avec qui je travaille d'ailleurs. Mais c'est sûrement lié à... Enfin, c'est ma nature profonde parce que, effectivement, c'est à la fois écrire, c'est être seul et absent aux autres, parfois terriblement même. Et la scène, c'est exactement le contraire, c'est la présence et le partage. Donc, encore une fois, c'est physique, au sens presque scientifique, quoi. Donc, et moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin vraiment, même quand j'ai commencé à écrire mon premier livre, dès que j'écrivais mon premier poème, j'allais frapper à la porte d'un copain en disant « Tiens, tu veux pas écouter ce que j'ai fait ?» Il avait intérêt à dire oui, quoi. Donc, mais c'est bon. Et puis en vieillissant, c'est pas seulement mes poèmes, c'est aussi les poèmes des autres, parce que j'aime autant dire les poèmes des autres. C'est ce que je vais faire ce soir en disant les textes de Xavier Graal et de Michel Lebris. J'aime autant maintenant dire les autres que mes textes, mais je pense que c'est un peu une loi normale de la vie. C'est la loi de l'estuaire, un peu vide et plein, quoi. Donc moi, ça me comble. Et une fois que j'ai été terriblement avec les autres, complètement avec les autres, j'ai besoin effectivement quand même de silence, de vide pour à nouveau revenir, quoi. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est aussi les mots des autres, puisque là, c'est les vies des autres, oui, mais aussi les mots des autres. Effectivement, effectivement, parce que si je prends les titres de chaque poème, Ainsi la vie m'a aimé, par exemple, Jérôme. Il m'a dit, il m'a pas dit ça exactement comme ça, il m'a dit à propos de ses oncles et tantes qui l'ont adopté quand ses parents sont morts, il m'a dit ils n'étaient pas obligés de m'aimer et ils m'ont aimé. Bon, j'ai traduit ça en Ainsi la vie m'a aimé. Thiago, par exemple, qui est celui qui nous envoie des petits textos là, il m'a dit quand je le rencontre, la première phrase qu'il me dit je suis un méchant de naissance. Alors là, je garde cette phrase. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit ça carrément. Et je me dis, bon, comment je vais me débrouiller avec cette phrase-là qui est incroyable, hein, et j'ai vu qu'il avait une petite croix au cou. Et je lui ai dit, tiens, qui t'a offert ça? Il me dit, c'est ma meilleure amie, elle croit en moi. Ah, j'avais le poème.
Je suis parti de sa phrase et j'ai vu qu'elle croit en quoi alors de toi, et il m'a dit qu'il aimait les animaux, enfin, etc., etc., quoi. Donc, les gens ont des phrases qui sont pour moi des poèmes involontaires, disons, hein, et qui naviguent un peu comme les nuages dans le ciel, et hop, je les capte et je les remets dans d'autres phrases, dans d'autres vers, pour qu'ils aient une seconde naissance, quoi, un peu, quoi, voilà. Et moi, je suis très... Et si je pousse le bouchon au bout de ça, ce qui m'impressionne le plus, c'est les gens qui disent « il n'y a pas de mots pour dire ce qu'on ressent ». Quand les gens souffrent, hein, ils disent « il n'y a pas de mots pour ça ». Et on voit en général, le corps parle 1000 fois plus que la phrase, quoi. Le corps dit « il n'y a pas de mots pour ça » et le visage dit « mais il y a 1000 visages ». Et c'est inouï. Ça n'a jamais été entendu au sens. Et moi, j'essaye de trouver les mots pour dire il n'y a pas de mots pour ça, quoi. Parce que de temps en temps, quelqu'un trouve les mots, ou un poète, alors, ou une personne. On est tous, on fait ce qu'on peut, mais quand même, à force de travailler des années et des années, on finit quand même par avoir un métier, en ce sens le plus noble du terme, et peut-être qu'on peut quand même trouver quelque chose à dire, quoi. Et qui est-ce qui a dit « je veux être poète, mais je suis pressé » ? Ah, ça, il n'est pas là aujourd'hui. Non, il est là lundi. Alors, il faut venir le voir, c'est à la salle Sainte-Anne. C'est un jeune garçon qui avait 17 ans. Il s'est infiltré, je pense, parce qu'il avait dit repérer une fille qui était avec nous. Et il s'est assis à côté de moi. Et il me dit texto. Je ne le connaissais pas, hein. On était dans l'ombre. Il me dit je veux être poète, mais je suis pressé. Je dis assieds-toi. J'ai dit assieds-toi et discutons, quoi. Et il m'a fait craquer, quoi, littéralement. Parce qu'il m'a fait penser un peu à moi aussi. Quand j'avais 17 ans, moi j'ai été voir mes maîtres, hein, et j'étais moi aussi pressé. Et comme on m'a reçu, je reçois, quoi. Voilà. Mais c'est génial, ça. Et puis après, on parle de Rimbaud, parce qu'il dit ouais, Rimbaud, il avait tout fait à 17 ans. Je lui dis il y en a marre de Rimbaud. Allez hop, dégagez, quoi. Voilà. Trouve ta place. Et il s'est intégré, hein, et il est illuminant, quoi. Voilà. Il dit ce poème avec une jeune femme, tous les deux, là, moi, ça me touche beaucoup, quoi. C'est une phrase, des phrases comme ça, on pourrait passer des nuits à la chercher. C'est lui qui me la donne. Et là, du coup, c'est une question à la fois pour les comédiens et Massimo, c'est que il faut du temps pour être poète ou pour être écrivain ou pour sortir un roman, pour sortir un poème. Ça se fait avec du temps. Oui, ça se fait avec un travail sur la durée. Oui. Et pour vous, comment ça se passe, ce rapport au temps, finalement, cette manière dont les mots arrivent aussi à être incarnés? Est-ce que c'est aussi une question de temps, de répétition? Et la répétition, c'est du temps, hein, on le sait. Marc, ce que vous avez fait tous les deux, là, par exemple, là, ce qu'on a vu, vous avez beaucoup travaillé, j'imagine, hein, pour... Oui, il faut beaucoup travailler pour... Moi, même si j'ai fait quelques fautes, j'avais beaucoup travaillé. Il faut se mettre en bouche. Et puis, tout ce qui est illustration musicale, ça change des chansons ou des morceaux habituels. Il faut un peu changer sa manière de jouer de la musique. Du coup, oui, j'ai beaucoup travaillé. Avec Massimo, on répète 1 à 2 fois par semaine. Donc, Massimo, c'est quelqu'un qui fait travailler les gens. Et comme on progresse, ben voilà, on a des très bons résultats. Mais tout par le travail. Mais on sent que... Tout par le travail de Massimo et le talent d'Yvon, quoi. Voilà. Après, c'est facile, c'est que du travail. Anne-Laure ? Alors oui, il faut du temps, parce que en plus, le texte, on les comprend pas forcément de la même manière à la première, deuxième, troisième, quatrième et à l'infini lecture. C'est-à-dire que à chaque fois, on découvre quelque chose en fonction de l'intention qui est mise, de la mise en scène, etc. aussi. Le texte ne veut pas dire la même chose. Il y a des choses qu'on découvre à chaque fois. Donc, en fait, ça se fait sur le temps. Et oui, après, il a fallu aussi comprendre le texte, comprendre ce que Yvon avait voulu dire ou ce qu'il ne voulait pas dire aussi. Ouais. Parce que, excuse-moi, mais là, en vous écoutant dire le poème là, du fils, je l'ai écrit il y a longtemps. Celui-là, il était... Dans le poème, tous les poèmes sont liés aux rencontres. Et puis, quelques-uns ont été comme des contre-chants. Ce poème du fils, je l'ai écrit il y a longtemps.
Et là, je l'ai entendu, parce qu'entendre un poème de soi, en général, moi je dis tout le temps mes textes, donc à la fin, je prends l'option de parler tout seul, quoi. Et là, en entendant quelqu'un d'autre dire avec les voix, les timbres, enfin, etc., parce que là, les timbres, ça résonne, ou ça, je me dis, tiens, j'ai dit ça. Et là, j'ai entendu tout à l'heure quelque chose que je n'avais pas vu dans mon texte. Quand vous avez changé de voix. J'ai dit, tiens, effectivement, je voyais 2, puis 3, puis etc., quoi. Et ça, je me dis, tiens, le poème est vivant dans ce sens-là, parce qu'il n'est pas encore fini. Donc, voilà. Massimo, sur ce temps. Alors, on a déjà compris qu'il faut au moins 5 ans pour préparer un spectacle, mais oui, au-delà de ça. Mais comme tout, c'est assez banal ce que j'ai dit, il faut toujours du temps. Et c'est vrai que après 20 ans, de toute façon, j'ai toujours imposé ce temps. Voilà, que c'est un luxe aujourd'hui d'avoir ce temps-là. C'est la seule façon pour moi vraiment de pénétrer, de me faire traverser déjà par ce texte. Parce que le problème dans le théâtre, c'est qu'on ne joue pas un texte. On joue pas un texte. On joue autre chose. C'est quoi l'enjeu? Alors, je ne vais pas faire... des fois, moi, j'ai fait des leçons un peu de théâtre et tout ça, mais on ne joue pas un texte. On ne peut pas jouer. C'est déjà écrit, c'est déjà fait. Qu'est-ce qu'on joue? À la fin, on part toujours de la même chose, de notre problème à nous, de l'homme, n'importe qui, tous les grands écritures. Donc, il faut juste comprendre c'est quoi l'enjeu. C'est quoi, dans le terme un peu théâtral, on dit super but ou un but. Mais c'est la même chose de pourquoi on se réveille le matin. C'est pareil. Pourquoi on se réveille le matin? Dans le théâtre, on répète pour comprendre ça, pour donner du sens, pour avoir l'envie de se réveiller le lendemain. Donc, vous voyez, on ne le fait pas en 3 secondes, ça. En tout cas, moi, je ne le fais pas en 3 secondes. Et en plus, avec une langue qui est assez particulière. La chose, et après je termine, l'autre jour qu'on a... Parce que là, on sort quand même d'un mois et demi de résidence au TMB et tout ça. On a... À un certain moment, le texte d'Yvon, il est presque disparu. Heureusement. On l'a un peu oublié. On a joué notre texte à nous. C'est normal. On l'a coupé, on a fait, on l'a commencé. Il est devenu nous, ce texte-là. Et quand on l'a relu, le texte, parce qu'on a repris le texte et on a vraiment dit, tiens, on le relit, on a découvert d'autres choses. C'est ça aussi la beauté. Donc, on peut jouer le même texte, ce qu'on fait dans la vie. Hein. Ah, voilà. Quand je regarde ça, les changements, quand je regarde derrière le noir ici, les changements sont infinimes. Mais c'est jamais la même chose, la mer. Jamais. Mais c'est infime, le changement. Et le théâtre, c'est la même chose. L'art, c'est la même chose. Et la vie aussi. Merci, Massimo. Des fois, est-ce que c'est le corps qui comprend avant la tête, avant la compréhension, je dirais, intellectuelle du sens? Est-ce que c'est des fois le corps qui trouve la solution du texte, qui trouve comment... Marc ne sait pas. Pour moi, c'est vraiment déjà le par cœur. Et après, ensuite, je vais voir Massimo et il me donne des indications. Mais c'est d'abord assez scolaire, en fait. J'ai pas de solution miracle, j'apprends par cœur. Et après, je suis les instructions du metteur en scène. C'est tout. Ouais, c'est comme ça. Les guides. Je me permets juste de dire une chose par rapport au groupe. La plupart, c'était une chance le fait de ne pas connaître les codes du théâtre. J'ai juste demandé confiance. Voilà. Après, j'espère de vous amener pas dans un mur, mais vers la lumière. Point. Et c'est vrai que une fois qu'ils ont donné ça, mais c'est ce que tous les acteurs cherchent, hein, de casser ce mur. Alors, et après, on fera lire un dernier petit bout de poème à Yvon, de la part de Ciel, si tu veux bien, si tu le sens. Mais d'abord, j'aimerais entendre Anne-Laure, parce que j'ai l'impression que cette histoire de corps, ça lui parle plus que Marc. Oui, le corps, ça reste important dans le théâtre, parce que sans corps, on ne peut pas. Mais le problème qu'on a, c'est que des fois, on essaye de trop, avec la tête, de trop intellectualiser le texte.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que le corps derrière ne suit plus. Et justement, en fait, je pense que Massimo, tu serais d'accord. Le corps est peut-être plus important que la tête dans le théâtre. Et c'est ce que tu nous demandais de faire souvent, oublier le texte, oublier ce que ça veut dire. Il faut tout laisser de côté et il faut justement faire parler le corps avant de faire parler la tête. Parce que, effectivement, si on fait parler la tête à la place du corps, on nous voit réfléchir sur le texte, sur le sens, etc. Et en fait, au final, ça ne veut plus rien dire. Ce qui est important, c'est, oui, effectivement, le corps qui parle sur scène, avec des mots qui résonnent aussi dans la tête, dans le cœur, avec nos sensibilités à tous. Mais oui, effectivement, oui, le corps est quand même plus important que ce qui peut se passer là-haut. Pour moi, tout est déjà écrit. Il faut juste le chercher. Ah, c'est comme pour toi, Yvon, finalement. Tout est déjà écrit. Ah ben, quand même pas. Non, toi, tu as un peu plus de travail quand même. Oui, une fois que c'est fait, oui. Est-ce que tu veux terminer avec un dernier petit extrait? Mais c'est effectivement, je rebondis sur ce que disait Anne-Laure, parce que là, sur le corps, parce qu'on écrit avec sa tête, évidemment qu'on pense, avec son cœur et avec son corps. Et là, je vois en ce moment avec ma voix qu'il y a un court-circuit un peu parfois, et je me dis, j'ai l'impression que je déraille. Bon, je le vis assez mal parce que ça fait 1 mois et demi que ça dure. Parce que c'est comme ça, moi, que quand je lis un poème, j'en lis beaucoup tous les jours, mais je ne peux pas le lire, je le lis à voix haute tout le temps. Je peux pas passer, c'est par mes oreilles que j'entends la résonance, quoi, dans mon corps des mots que je... Et ça, c'est, en ce moment, je vois qu'il y a parfois des chutes, quoi, donc je suis absolument d'accord avec... voilà. Je vais terminer par le dernier texte alors de ce livre, qui s'appelle « La seconde demeure ». Je cite d'abord un écrivain italien, Buzzati, qui dit « Dieu qui n'existe pas, je t'implore ». L'écrivain albanais Ismaël Kadare a dit, contre cela qui empêche la vie de vivre, il faut s'inventer une seconde demeure, dont seul celui de la demeure a la clé. Le poète russe Boris Pasternak a dit « Je ne suis pas contre, mais ailleurs ». Lui aussi avait une seconde demeure. Quelle est la mienne, quelle serait la mienne si un jour, moi aussi, je devais vivre sous le manteau? Elle serait bâtie au bout d'un chemin sans fin, vers la maison apparue puis disparue aux yeux du grand Molne dans le roman d'Alain Fournier lors de la fête étrange. Elle serait bâtie à la frontière du roman de Dino Buzzati, Le désert des Tartares, où l'on n'attend même pas un mirage de sa part. Elle serait bâtie au sommet d'une montagne où je ne grimpe jamais, mais on ne sait jamais. Au bord de l'océan où je ne navigue jamais, mais on ne sait jamais. Au sommet du phare, le dernier à être allumé quelque part sur la terre. Mais elle n'est pas, ne serait pas ma maison d'enfance, d'où par la lucarne je voyais passer un peuplier blanc dont les feuilles tremblaient dans le ciel bleu, me donnait à rêver de la blancheur de la neige si bleue comme le bleu de la mer là-bas, qui entoure le pays des cygnes et des sirènes, le pays d'Andersen. Jamais il n'aurait de maison à lui jusqu'à mourir chez des amis sans famille. Sinon tous les enfants de tous les pays qui jusqu'à aujourd'hui l'invitent dans leur nuit infinie, dans leur seconde demeure où l'on rentre par les rêves. Elle ne serait pas ma maison d'enfance, pour ne pas y retomber, mais aller vers une seconde naissance, vers un autre monde, devant, après, devant. Elle serait le mont Saint-Michel, où je ne voudrais pas vivre, où je ne pourrais pas vivre, en vrai, où j'ai vécu en rêve d'y vivre dès le premier jour de la première prière, comme on vit dans un nocturne de Chopin, une fugue de Bach, un adagio de Mozart, comme on vit dans un poème de Lippo, de Neruda, de Verlaine. Elle serait le mont Saint-Michel comme un escalier que je prendrais pour le ciel. Ainsi disait-on aux enfants de leurs parents morts trop jeunes quand j'y croyais.
Je n'y crois plus tel que cela me fut raconté, mais j'y crois comme je crois au mont Saint-Michel, quand un jour il m'apparut, et pour toujours, tel un miracle, bâti à la main de nos pères, durs comme la pierre et tendres comme leurs mains dans les mains de leurs fils, contre le ciel, si loin, si près, si haut, et qui donne au monastère une rallonge de bleu par la mer, comme les étrennes après Noël, une possibilité d'éternité, d'une seconde demeure pour la terre oubliée par le ciel. Voilà. Merci beaucoup Yvon. C'était un extrait que tu as lu de La Perte de ciel, paru chez Bayard, 2021, il n'y a pas très longtemps. Et puis on a beaucoup parlé de ce livre-ci, Les Épiphaniques, sorti aux éditions Bruno Doucet avec des œuvres de Richard Louvet, et qui est donc celui qui a fait l'objet de cette mise en voix, mise en scène, mise en lecture avec Massimo. Je voudrais vous remercier vraiment tous les quatre, Massimo, Yvon, Marc et Anne-Laure, d'avoir fait partager comme ça ces poèmes par la voix et le corps. On se retrouve dans un petit quart d'heure, ici même, avec Patrice Guin pour Nature hostile. Alors normalement, on aurait dû faire un dialogue avec Thomas Reverdy, mais vous l'avez su, je pense que ça a été annoncé. Il a eu un décès dans sa famille très proche, et du coup, voilà, il n'est pas là. Mais il a écrit une belle lettre à l'attention du public d'Étonnants Voyageurs que vous pouvez trouver. On se retrouve dans un quart d'heure. Merci Yvon, tu veux dire un petit mot encore? Un rendez-vous ce soir peut-être? Voilà. Oui, voilà. Cet après-midi, il y a des rencontres autour de la poésie à Sainte-Anne, et ce soir il y a un spectacle avec Dan Arbraz, Titi Robin, Jérôme Crespel et moi, autour de Michel, donc, Michel qui est là-bas, et Xavier Graal, dont je dirai des textes aussi. Voilà, ça s'appelle « Fils de roi, fils de rien ». Une dernière chose, je suis vraiment heureux que vous soyez là, nombreuses. J'accorde au féminin, là, c'est pour vous faire plaisir. Merci Yvon. On se retrouve dans un quart d'heure. À tout de suite.